Voilà, bonjour Lorraine. Bonjour Pascal. Alors je te remercie très sincèrement pour cet échange que je souhaitais en fait depuis déjà un certain temps. Et puis finalement ça a pu se mettre, je dirais, ça se met parfaitement bien, je dirais, dans les thématiques de ma chaîne où il s'agit de parler parfois d'enfance douloureuse, traumatisée, traumatisante, et puis aussi de résilience entre guillemets. Tu as déjà eu l'occasion, Lorraine, de témoigner, notamment chez Morandini dans son émission Crimes et faits divers, où tu étais revenu en fait sur ton enfance, ton histoire de vie si singulière et aussi justement tes combats au service de l'enfance maltraitée. Avant d'en venir justement à cette histoire singulière qui est la tienne, peux-tu te présenter, Lorraine, en quelques mots? Et on aura l'occasion éventuellement de défiler plus amplement ton histoire, mais te présenter en quelques mots d'abord sur ton parcours professionnel ainsi que ton engagement justement au service de l'enfance maltraitée pour savoir finalement d'où tu parles aujourd'hui. Alors, juste un petit point par rapport à l'émission de Morandini. On n'a parlé que de la première partie du livre, donc qui concernait en fait mon premier livre, Le silence Oui. des coups, qui avait été édité chez Fayard et préfacé par l'abbé Pierre. Mais l'emprise invisible a repris la première partie et ensuite il y a toute la suite, parce que je pense que c'était important que le témoignage en fait soit complet, qu'on voit l'ensemble. Alors, je me présente, je m'appelle Lorraine Russel, j'ai 66 ans depuis peu et mon parcours a été surtout un engagement humanitaire très fort depuis 1989 quand j'ai créé ma première association, l'Enfant Bleu, contre les violences sur les enfants et puis un nouveau jour en 2018 contre les violences psychologiques sur les femmes, les hommes et les enfants. Sinon, le parcours professionnel, il n'est pas très intéressant. J'ai été comédienne, j'ai fait du cinéma, j'ai été professeure d'art dramatique, et puis j'ai fait aussi tout un tas de boulot à côté, etc. pour vivre parce que j'ai beaucoup œuvré dans l'humanitaire. Voilà, et c'est surtout ce qui était important pour moi au départ, à la base, quand j'ai créé l'Enfant Bleu, c'était de mettre en place un certain nombre de choses, notamment les collégiales parce que c'est important dans un dossier qu'on puisse être à plusieurs pour travailler sur le dossier, pour se poser les bonnes questions. Les collégiales, c'était un avocat ou un juriste, une bénévole et une psychologue. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui était vraiment important à mettre en place à l'époque. Hmm. Ça permet aussi d'éviter quand même des erreurs, ce qui m'est arrivé par On en le parlera. passé. Oui. Donc Ok. voilà. Et puis aussi, ce que je voulais, ce qui était pour moi important, c'était la prévention. Donc prévention dans les écoles, donc ce qui a été mis en place notamment dans le département, dans le 94, Créteil, tout ça. Parce que la prévention dans les écoles, c'est fondamental, parce qu'un enfant qui vit une situation de maltraitance, quelle qu'elle soit, que ce soit des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles, n'a pas forcément les mots pour le dire, peut avoir peur, peut ne pas savoir à qui s'adresser et le fait d'en parler, souvent, moi, il m'est arrivé lors de rencontres que à la fin, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, on vienne me voir et que là, les choses, elles se révèlent, que les personnes parlent, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes qui l'ont vécu. Et ça, c'est donc quelque chose qui est fondamental. Il faut en parler. Il faut pas fermer les yeux. Il faut en parler. Tout à Donc fait. ça, c'était la prévention, c'est pour moi important. Ensuite, il y a toute la partie thérapeutique, parce que sans thérapie, sans un travail personnel, c'est difficile de pouvoir se reconstruire, de pouvoir se réparer. Bon, moi, j'ai mis en place à l'époque l'équithérapie, les groupes de parole, les thérapies individuelles, bon, etc. Donc ça, c'est bon, voilà, un point qui me paraît très important. Et puis, il y a aussi la réparation judiciaire, bien évidemment, parce qu'un enfant qui n'est pas réparé sur le plan judiciaire alors qu'il a subi des violences, quelles qu'elles soient, eh bien, il est deux fois victime. Il est victime de ce qu'il vit auprès de ses bourreaux, mais il est aussi victime du système. Tout à fait.
tu as écrit, Lorraine, tu le disais, en fait, deux livres extrêmement poignants. D'abord, Silence, euh, Le silence des coups. Le silence des coups, avec la préface effectivement de l'abbé Pierre. Il s'agit de ton autobiographie. Et puis le second livre, L'emprise invisible, où là il s'agit de raconter également ton enfance et puis également ton adolescence, l'âge adulte et puis aussi les combats que tu as menés justement au service de cette enfance maltraitée. Euh, J'avais justement envie évidemment de t'interroger aujourd'hui sur ta propre histoire de vie, je l'ai dit, et peut-être pour commencer par le début, parce que j'ai entrevu comme étant peut-être ce point de bascule lorsque tu avais 10 ans et qu'à cet âge-là, ton papa qui était tout pour toi, qui était vraiment central dans sa vie, qui était le pivot de ta vie, dis-tu, décède. Tu peux nous raconter les circonstances dans lesquelles il y a eu effectivement dans ta vie ce point de bascule qui a peut-être été le début de la suite de ton histoire de maltraitance aussi. Oui, oui, c'est sûr, puisque bon, on était en Tunisie à Hammamet et malheureusement, bon, en voulant sauver mon petit frère avec qui je jouais sur la plage et qui s'est retrouvé dans un bateau qui est parti sur l'eau, qui a été emporté, j'ai été chercher mon père au secours et il est accouru évidemment. Il a pris le premier bateau qui se présentait et il l'a mis à l'eau parce qu'il a essayé au départ d'y aller à la nage, mais c'était pas possible. Et ils sont partis tous les deux, quoi. Je les ai vus partir, je les ai vus disparaître, et mon père n'est jamais revenu parce qu'il s'est noyé et que seul mon frère est revenu. Et ça a été effectivement le début euh, de tout, de l'enfer, puisque après sa disparition, 2 mois après, un homme est arrivé à la maison avec son chien. Et ça, c'est important, son chien, parce que la laisse de son chien sera un des objets de torture de nos maltraitances. Il est arrivé à la maison et la maltraitance a commencé dès le premier soir. Alors, elle a commencé sur mon frère, mon petit frère qui faisait des cauchemars. Il avait 6 ans à l'époque. Il venait de voir, il avait vu notre père disparaître sous ses yeux quand même. Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Et donc, quand il s'est mis à crier, à hurler dans la nuit, mon beau-père est arrivé en râlant, etc., en saisissant la laisse du chien qui était accroché à la patère. Il est rentré dans la chambre de mon frère. Il a sorti du lit et il s'est mis à le frapper avec la laisse du chien. Moi, je m'étais approché le plus près possible et puis en entendant les cris de mon frère, je me suis sauvée, je me suis couchée, j'ai mis l'oreiller sur ma tête pour étouffer les bruits. Et le lendemain matin, quand je suis allée dans la salle de bain, il y avait mon petit frère qui était là. Et il a attrapé une serviette pour se cacher, mais j'ai eu le temps de voir les coups, les traces de coups. Et c'est ainsi que ça a commencé. Et ça n'a fait que empirer au fil du temps. D'ailleurs, tout était ponctué, je dirais, par les coups de la laisse du chien. Une mauvaise note à l'école, tant de coups de laisse, ça, bon, c'était systématiquement une leçon qui n'était pas sue, des coups de laisse. Bon, et puis tout était ponctué par les coups de laisse. Et c'était très violent, très, très violent. Et il y a eu des scènes aussi qui étaient des scènes de violence psychologique qui étaient absolument inconcevables. Je donnerai un exemple. Par exemple, un jour, mon petit frère qui avait ramené un carnet de notes de l'école qui était mauvais, et moi donc mon beau-père a voulu que nous allions à l'école ensemble avec sa camionnette bleue. Et on est arrivé, et là, il y avait mon petit frère qui était devant la porte de l'école, il y avait des instituteurs, il y avait des copains à lui. Mon beau-père a pris le carnet de notes sur le rebord là, du camion, il est sorti, il m'a dit viens, je l'ai suivi, et quand mon petit frère l'a vu, il est devenu blême.
Et il lui a mis le carnet de notes sous le nez, il lui a dit, t'es content de toi? Et devant tout le monde, et petit à petit, il lui a dit, déshabille-toi. Et là, il l'a obligé à se déshabiller, jusqu'à retirer son slip. Et il lui a dit, mets-le sur la tête, comme un bonnet d'âne, quoi. Après, il l'a fait tourner sur lui-même. Et ensuite, il m'a dit, tu viens. Il voulait que je rentre avec lui. J'ai dit non. J'ai dit non et je suis rentrée avec mon petit frère, comme ça, avec son bonnet d'âne sur la tête. Et je crois que il y a une chose qui est importante et pour moi, c'est peut-être pire que les coups, c'est le regard des gens. Mm. C'est le regard des gens parce que on était là tous les deux, des enfants, et il y avait maman qui tirait sa petite fille sur le côté. Il y avait des regards des approbateurs, il y avait des regards pas agréables, etc. Et on est rentré comme ça. Et ça fait mal. Ça, c'est des blessures supplémentaires. C'est des coups de poignard au cœur. Mm. Et quand on est rentré, bon, bah, bien évidemment, ce jour-là, je me suis pris une raclée mémorable. Bon, voilà. Mais ça, c'est un fait parmi tant d'autres. Oui. Et cette humiliation qui est complètement évidemment insupportable est assez difficilement compréhensible. Comment on peut quelque part être aussi maltraitant et même je dirais en public puisque là c'est même pas caché, c'est au vu au su de tous et des parents et des autres enfants. Donc pour ton petit frère, évidemment, cette humiliation publique est terrifiante et pour ton beau-père, quelque part, c'est assez incompréhensible d'être à ce point destructeur, malveillant, maltraitant. Cruel. Cruel, oui, tout à fait. Tu te souviens en fait de ça, Lorraine, comme c'était le premier jour? Tu as eu des difficultés à faire remonter ces souvenirs parce que tu avais quand même 10 ans au moment du décès de ton papa et quelques mois après, tu dis ta maman se remet en ménage. Tu te souviens de ça À cette scène-là, je facilement? crois que cette scène-là, elle est restée gravée dans ma mémoire. Je veux dire, je peux la revoir comme si c'était hier. C'est pas des choses qu'on peut oublier. Je pense pas. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de moments qui sont des moments d'une grande violence, comme quand un jour m'a rattrapé, qui me cognait la tête contre le sol, qui m'avait fait mettre nu avant et que je me suis réfugiée sous le lit de leur lit, dans leur chambre. Il a été chercher un coup de balai pour me sortir un coup de balai. Dire, il y a même parfois des sensations que l'on retrouve. Dire, il n'y a pas que les images, il y a aussi des sensations. Et le goût du verre d'eau salée parce que, mettons, voilà, j'étais punie parce qu'il y avait une leçon qui n'était pas su, ou peu importe le prétexte. Mais voilà, boire un verre d'eau salée à la place du repas, je veux dire, il y a tout qui remonte. On vomit rien parce qu'on n'a pas mangé. Euh, c'est des, tout ça, c'est des choses qui restent là, je veux dire, qui restent là. On peut, euh, on peut s'en sortir, on peut se réapproprier sa vie, mais on n'oublie pas, Mhm. on n'oublie pas. Tu n'as pas, toi, Lorraine, refoulé, ça n'a pas été, entre guillemets, compliqué de voir ressurgir ces événements traumatisants du passé? Il y a eu bien sûr des complications, mais disons que moi, j'ai toujours écrit. Et le fait d'écrire, ça a été très important, parce que le fait de jeter les mots sur le papier, de dire les choses, c'est une forme de réparation quelque part. C'est voilà, j'ai tout craché, j'ai tout dit. Donc à partir de là, c'était déjà un premier pas vers la résilience. Comment tu expliques, en fait, Lorraine, tu parlais de ton papa tout à l'heure, qui visiblement était le pivot, le pilier de ta vie, et qui donc, j'imagine, est extrêmement bienveillant par rapport à l'ensemble des membres du ménage. Du coup, quelque part, comment expliques-tu que ta maman se soit remise avec un compagnon qui était l'envers de ton père, qui était extrêmement pervers pour le coup? C'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'à l'époque, elle s'est retrouvée toute seule, 4 enfants. Je pense que quelque part, voilà, il était là. Pourquoi?
Je peux pas parler à sa place. J'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être quelque chose avant. Euh, j'ai même pensé que mes sœurs n'étaient peut-être pas mes sœurs, puisque mes deux petites sœurs étaient préservées des coups. Il y avait que moi et mon frère qui ont maltraité. Aujourd'hui, récemment, j'ai eu la confirmation qu'elles étaient bien des filles de mon père et de ma mère, par ma propre mère, parce que nous avons repris contact il y a environ un mois. Donc ça fait environ 44 ans, 45 ans qu'on ne s'était pas parlé. Donc ça a été quelque chose de très important, de très très important pour moi de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire certaines choses et surtout de me rendre compte que elle qui avait toujours été dans le déni, elle ne l'était plus aujourd'hui, qu'elle avait compris tout le mal qui avait été fait. Mais je pense aussi, et ça c'est très très important, je pense qu'elle était sous emprise, comme beaucoup de femmes qui peuvent être sous emprise d'un homme qui est violent. Je pense qu'elle était sous emprise. Il ne faut pas oublier que souvent elle entendait les cris, mais elle ne voyait pas. Car elle était soit dans sa cuisine, soit dans sa chambre. Je pense que c'était une forme peut-être de protection. Et par rapport aux maltraitances, en fait, à aucun moment elle n'a réagi, je dirais, adéquatement en tant que mère pour protectrice. Non, non. Et elle le sait et elle le regrette aujourd'hui profondément. Ça l'empêche de dormir. Elle revoit des choses, elle repense à des choses et c'est très compliqué pour elle. Donc, on en a parlé. Euh, moi, je lui ai dit que je lui avais pardonné, que, qu'il fallait qu'elle se pardonne aussi, parce que elle a 86 ans et elle a compris. Pour moi, c'est le plus important. Tu as parlé des maltraitants de ton beau-père. Ça ne s'arrête pas là, en fait, dans ton histoire singulière. Je dirais qu'il y a eu d'autres d'autres événements extrêmement douloureux, traumatisants, et de la fuite pour justement fuir cette situation. Oui, oui, je suis partie. À un moment donné, j'ai fugué. Je suis partie parce que ben, il m'avait dit que si je réussissais pas mon BPC, il allait, enfin, pour moi, il allait me tuer, quoi. Je veux dire, j'étais convaincue qu'il allait me tuer. Et je suis partie. Je suis partie en fugue et je suis restée en fugue quand même pendant presque un an. Et ça a été très, très, très difficile de vivre bah, dans la nature, d'être seule, de se cacher, de fuir. Plusieurs fois, j'ai été arrêtée par les gendarmes, enfin, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des scènes mémorables. Aujourd'hui, j'en souris. Notamment un jour où j'avais tellement faim que je suis entrée dans l'auge de cochon et que j'ai pris leur pelure de pommes de terre pour manger parce que j'en pouvais plus, je crevais de faim. Et ils m'ont foncé dessus, évidemment. J'étais dans leur auge. Donc, bon, quel était cet intrus qui venait leur voler leur nourriture? Bon, ça a été très compliqué, très, très compliqué. Et c'est une période que, bon, bah, que je peux pas oublier parce que j'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai été malade. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai appelé ma tante. J'ai repris contact avec elle parce que j'en pouvais plus, que j'étais à bout et que j'étais pas en bonne santé. Donc là, effectivement, je suis allée chez elle et donc il y a eu un contact qui était très fort parce que c'était quand même c'était ma famille. Mais en même temps, il y a eu des choses un peu compliquées. Et puis surtout le fait qu'à l'époque, j'ai pas du tout accepté qu'ils me remettent entre les mains de la justice qui m'a alors placée. Et où au départ, je me suis retrouvée déjà dans un centre pénitentiaire parce qu'il n'y avait pas de place tout de suite après avoir passé devant le juge. Donc, et puis ensuite, j'ai été placée. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. Le placement, c'était aussi un autre enfer. C'était un autre enfer parce que c'était un univers que je pouvais pas accepter parce qu'il y avait aussi des violences, parce qu'il y avait de la drogue, parce qu'il y avait des insultes, parce qu'il y avait, enfin,
C'était bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai fugué de nouveau et je suis partie après avoir falsifié une pièce d'identité et je suis partie en Hollande. Donc là aussi, ça a été la Hollande, c'était à l'époque le rêve, l'espoir pour les jeunes. Mais bon, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu puisque je me suis retrouvée là-bas et bah, là-bas, pas d'argent, chercher du travail, la faim. Bon, ça, c'était pas possible. À un moment donné, c'était obligé que ça se termine mal. Je me suis blessée, je suis tombée malade jusqu'au jour où j'ai été arrêtée. Je passe sur les détails parce que Hmm. sinon, bon, et puis ben, là, ça a été le retour en France. Et là, j'ai été placée, mais là, j'ai été placée dans un centre fermé très dur, à Chevilly-Larue, et qui était un centre tenu par des sœurs. Et là, ça a été un autre enfer, quoi. Un autre enfer parce que ce qu'on avait à manger, c'était pas à manger, hein, c'était un bouillon avec un espèce de truc racorni, c'était des mises au cachot, c'était des violences psychologiques qui étaient très fortes. Moi, j'ai une gamine que j'avais pris un peu sous mon aile, qui s'est suicidée. Je veux dire, on était enfermés dans un espèce de grand truc avec des murs hauts, avec des bouts de verre sur les murs. On pouvait pas s'échapper, on était complètement bloqués. Et il y avait des brimades. Bon, donc ça, c'est sûr que ça me convenait pas, Hmm. mais je pouvais pas m'échapper. Quand tu as, Lorraine, quand tu as fui en fait de chez toi, tu avais quel âge? Alors, je crois que j'avais 15 ans. Il y a des trucs, des fois, c'est un peu flou au niveau des âges, parce que bon, ça remonte quand même. Les 15 ans. Et comment en fait au départ, parce que c'est quand même quelque part assez étonnant par rapport au brimade subi, comment tu as trouvé la force, toi, de quitter le domicile et comment tu as vécu ça aussi par rapport en particulier à ton frère, mais tu avais des sœurs aussi, je pense. Donc, comment ça s'est vécu avec les tiens, avec ton frère, de qui, je pense, du fait de votre vécu commun, ça devait pas être forcément évident pour toi, pour lui, de te voir partir. Ça s'est vécu comment tout ça? Dans quel état d'esprit? C'est venu tout simplement parce que les menaces qu'il m'avait fait par rapport à mon brevet, euh, j'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Et pour moi, c'était une question de survie, quoi. Il fallait que je parte. Et ça a été une déchirure parce que effectivement, il y avait mon frère que je laissais là-bas, mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était déjà compliqué de partir moi toute seule. Hmm. Et mes sœurs. Et voilà. Donc, j'ai pas eu le choix, en fait. Pour moi, j'avais pas le choix. À ce moment-là, j'avais pas le choix. J'étais persuadée qu'il allait me tuer, j'avais pas le choix. Donc, je suis partie. Je suis partie et j'ai été aidée par une amie. J'ai atterri dans une communauté de jeunes. Là encore, il y a eu des complications. Mais en même temps, au départ, j'étais heureuse dans cette communauté. J'étais libre. Je revivais. Je veux dire, je revivais. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'un cheval, Sosthème, qui est devenu un compagnon que je montais, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite, plus tard, à l'association L'Enfant Bleu, j'ai mis l'équithérapie dans les soins apportés aux enfants par rapport à ce que ça peut effectivement apporter comme bien. Parce que la relation avec l'animal, elle est très importante dans un cas de maltraitance. Il sert en fait d'outil entre le thérapeute et l'enfant. Donc, ça a été une période au départ qui était bon, compliquée quand je suis partie, mais quand j'étais là-bas sur place, au départ, j'étais contente. Hmm. Et libre, je respirais. J'avais plus peur. Je veux dire, voilà, jusqu'au moment où il s'est passé certaines choses qui ont fait qu'il y avait des choses pas nettes avec la personne qui gérait la communauté. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je parte de nouveau. Hmm. Tu vas en fait un petit peu de fuite en fuite et par rapport notamment justement à cette prison quelque part avec ses sœurs, ça se passe extrêmement mal. Quelque part, tu es maltraité, et maltraitance psychologique en tout cas. Comment les choses se font pour que finalement tu quittes ces murs un Bah, peu d'abord, étroits?
j'ai eu une permission au bout d'un certain temps. Et malheureusement, bah, leur permission, c'était super au départ, parce que évidemment, je respirais, je Ouais. sortais, j'étais dehors, j'étais plus en prison. Et que donc j'étais contente, et tout allait très bien. Et puis au moment de rentrer dans, dans la communauté, enfin dans ma prison, je dirais, c'est là où il s'est passé quelque chose et où j'ai été interpellée par des types qui étaient en voiture et je me suis retrouvée embarquée dans leur voiture. Et là, voilà, ils m'ont amené dans une clairière et là, et ben là j'ai été violée. J'ai été violée. Ils m'ont pas tuée. Et des fois, j'y repense et je me dis, mais j'ai eu de la chance, ils m'ont pas tuée. Mais ils m'ont violée. J'étais vierge. J'étais vierge. Ça a été très violent, très très violent. Et ça a été d'autant plus violent que j'ai caché. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que je me suis dit, si je dis quelque chose, peut-être qu'ils vont pas me laisser sortir, puisque j'étais pas loin de sortir du centre. Donc j'ai rien dit. J'en ai parlé que beaucoup plus tard quand j'ai écrit le livre. Et ça, vous êtes, on se liquéfie quand on est violé, on se liquéfie. Euh, on perd une partie de soi-même. Pendant très très longtemps, je ne pouvais pas avoir de relation normale avec un homme. C'était pas possible. Je veux dire, avoir un contact physique, je retardais toujours le moment d'aller dormir, d'aller me coucher. Je trouvais toujours des excuses. C'était, euh, c'était pas possible. Il y a une blessure qui est à l'intérieur. Il y a une blessure qui est très forte, qui vous désintègre, qui te désintègre, tu vois. Mhm. Euh, le viol, tu te désintègres de l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'éteint. Et c'est compliqué de le faire revenir. Oui, justement, tu dis ça se désintègre à l'intérieur, ça s'éteint, mais du coup, justement, Lorraine, comment on fait pour remonter? Ah, ça dépend des personnes. Mais Je toi en crois que particulier? moi, je crois que ma chance, ça a toujours été d'essayer de trouver le côté positif des choses. De ne pas me laisser noyer, en fait, parce que je vivais. Et, et surtout de trouver des choses qui me permettent d'avancer. Et moi, avancer, ça a été écrire, ça a été mon combat humanitaire. Et dans ma tête, c'était clair. Un jour, je monterai une association. Un jour, j'écrirai mon histoire. Et ça m'a porté. Et ça a été très clair, très vite, très très vite. Mhm. Mm, Tu as écrit à l'entame de ton livre L'emprise invisible, on m'a tué, mais je suis encore debout. mm. Oui, C'est- on m'a tué. À un moment donné, on m'a tué. Et je suis debout et aujourd'hui, je suis plus vivante que jamais. Et il y a Parce que, des... parce que Ouais. quand tu vis certaines choses, il y a t'as des blessures qui sont là. Alors les blessures physiques, elles se cicatrisent. Les blessures à l'âme, les blessures au cœur, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il n'y a pas 36 solutions. Soit tu te laisses désintégrer par tes blessures, soit euh, tu dis j'en fais quelque chose. Et je pense que le fait de me battre pour les autres, en faire quelque chose, de me battre pour les autres, ça m'a sauvé. Oui, et tu disais tout à l'heure en termes d'histoire professionnelle, en disant un petit peu c'est un détail, c'est accessoire. Tu étais journaliste, comédienne, tu es écrivaine, tu as été scénariste, productrice.
Je suis pas certain en fait que tous ces aspects de ta vie soient synonymes avec ça. Je pense quand même quelque part que le côté artistique justement, c'est aussi une façon de donner aux autres, de se donner, de s'autoriser, d'être vu, d'être reconnu aussi. Donc quelque part dans ton parcours de vie, ça fait peut-être partie justement de ce qui t'a aidé aussi à remonter du gouffre, non? Bien sûr, mais bien sûr, le théâtre, l'écriture, tout ça, c'est des éléments qui contribuent, qui permettent, et c'est important. Il faut quand on vit des violences physiques, sexuelles, etc., il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de remonter, qui nous permettent de réapprendre à vivre, de retrouver de l'espoir et se dire, voilà, je vais me sortir de tout ça. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que le théâtre, c'est vrai que, parce que d'ailleurs, le théâtre, bon, j'ai interprété pendant une période, c'est pas anodin quand même. C'est marrant, j'y pense aujourd'hui. C'est pas anodin, mais quand j'interprétais Charlot, Mhm. je parle pas de l'homme, de ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, bien évidemment, Oui. mais quand on parle du personnage de Charlot, Charlot, c'était qui? C'était, voilà, vagabond, celui qui, bon, et je me retrouvais, moi, dans ce personnage. Et ça me faisait du bien. Et puis le théâtre, mais je me souviens quand j'étais à l'époque à Monte-Carlo, j'avais fait le Festival du cirque avec Charlot, mais en parallèle, je faisais du théâtre. Et j'écrivais déjà euh, des personnages que j'interprétais, notamment Perlotte. Et dans ce personnage, tu avais automatiquement toute la résonance de ce que je pouvais être, de ce que j'étais, de ce que j'avais vécu, de souffrance. Alors, c'était peut-être pas tout à fait le même vécu, mais c'était des souffrances, c'était des choses parce qu'on avait brisé quelque chose en la personne. Et tout ça, tout mon propre vécu, il se retrouvait à travers ces personnages, tu vois. Et ça, en même temps, ça me libérait parce que c'était le personnage qui les exprimait. Et là, je pouvais dire ce que j'avais envie de dire, ce que je voulais dire. Parce que pendant très longtemps, je n'ai pas parlé. Très, très longtemps. Je me souviens de quelqu'un, comment il s'appelait? C'était un journaliste, un mec génial. Ah, je ne sais plus son nom en tête. Bon, c'est pas grave. C'est l'âge. Bon. Et c'est quelqu'un que j'ai connu à Monte-Carlo, qui était un mec génial. Et quand il a reçu mon livre, c'était quand même des années plus tard. Et bien, je réfléchis. Oh là là. Ouh, oh, bien 15 ans plus tard. Et il a été complètement surpris. Il a été complètement surpris parce que je ne dévoilais rien. Mais en même temps, il n'a pas été surpris tant que ça, parce qu'il avait ressenti quelque chose qui était là, qui était présent en moi. Il Mhm. avait ressenti cette souffrance cachée, ces émotions cachées, ces non-dits, ces secrets, etc. Donc, il n'a pas été en surpris que ça. Et je pense que l'écriture, c'est important. Parce que l'écriture, ça permet de se livrer, ça permet de dire les choses, ça permet. Alors, il faut pas, je pense, il est important, je pense, de le faire. Moi, j'ai jamais voulu, dans mes écrits, j'ai toujours voulu dire les choses comme je les avais vécues, comme je les avais ressenties, euh, mais sans haine, sans violence. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Parce que je suis totalement contre la violence, contre la haine. Pour moi, c'est des choses qui sont négatives et ça me détruit. Donc, si on Oui. veut se reconstruire et qu'on reste là-dedans, on peut pas s'en sortir. Et malheureusement, très souvent, euh, à travers toutes les victimes que j'ai rencontrées depuis 1989, euh, il y a tellement de colère en elles, il y a tellement de violence par rapport à ce qu'elles ont subi, ce que je comprends bien sûr, évidemment, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais en même temps, il y a tellement aussi parfois de haine, etc. Il y a tellement de souffrance qu'elles n'arrivent pas à, à repartir. Elles se détruisent de l'intérieur. Mhm. Et, et c'est là où il y a un travail important à faire pour les Mais, aider à se réparer et les ouais. aider à avoir réparation.
Ouais. Et j'imagine aussi, Lorraine, que c'est un chemin, comme pour les autres. Peut-être que tu es aussi passé par toutes ces phases finalement de colère, de haine, de révolte, d'incompréhension, avant de trouver petit à petit l'apaisement et ça demande un fameux travail sur soi et éventuellement des rencontres qui arrivent, qui n'arrivent pas, un chemin éventuellement thérapeutique, l'écriture, enfin tous ces éléments qui font qu'à un moment donné on peut peut-être rebondir, mais c'est parfois assez Alors, je peux pas l'expliquer. imprévisible. Je peux pas l'expliquer. Je sais pas, ça fait partie de moi, j'en sais rien. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je suis pas dans les sentiments négatifs. Hmm. C'est pas chez moi. C'est peut-être ce qui m'a sauvée, d'ailleurs, probablement. Mais la haine, non. J'ai pas de haine. De la colère, oui, de la colère. Mais bon, ça tient pas longtemps chez moi. Mais j'essaie toujours de comprendre, même chez les pires personnes. J'essaie de comprendre. Parce qu'on se rend compte parfois que même chez les pires personnes, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qu'elles ont vécues quand elles étaient jeunes. Et, et ces choses-là, eh ben, au lieu de les transformer en positif, malheureusement, elles les ont transformées en négatif et elles sont devenues elles-mêmes des personnes qui font du mal. Donc je pense que c'est trop facile de jeter la pierre. Hmm. Je pense que à un moment donné, il faut arriver à pardonner. Euh, le pardon, c'est aussi une reconstruction. Moi, ça a pris du temps, hein, le pardon. Je n'ai pas pardonné comme ça, mais c'est une reconstruction. Et, euh, et ça fait du bien. Même si c'est jamais obligé, c'est aussi un choix, un chemin et ça dépend un peu de chaque parcours, chaque traversée. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Maintenant, il y a une chose qui est importante hein, pour les personnes qui vivent des situations de violence, quelles qu'elles soient, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'elles puissent avoir aussi des mains, des personnes, quelque chose qui leur permette aussi de remonter, qui leur permette de réapprendre à vivre, à se réapproprier leur vie. Parce que si elles restent seules, isolées, c'est compliqué. Hmm. Donc, c'est important. Il faut qu'il y ait des mains tendues. Oui, tu disais, Lorraine, tout à l'heure, on l'a dit, que le point de bascule s'est situé à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu as le sentiment, rétrospectivement peut-être, que la force que tu as trouvée aujourd'hui, elle est liée au fait que peut-être pendant les 10 premières années, ce socle a eu le temps de s'affermir, c'est-à-dire que tu as eu un père présent, un père aimant, et peut-être aussi une mère suffisamment présente, affectivement, pour que quelque part cette sécurité ne soit jamais détruite. C'est tout à fait possible, en sachant que, par contre, j'ai eu trou énorme après la disparition de mon père et avec les violences que j'ai subies avec mon parâtre. euh, J'avais un trou sur mes 10 premières années. J'ai pas eu un trou sur les violences. J'ai eu un trou sur mes 10 premières années. Tu vois, d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'était en fait les 10 premières années de bonheur, quoi. Et d'un seul coup, elles avaient disparu, tu vois. Et, euh, j'ai eu du mal à retrouver des choses. Et ça a été des flashs, ça a été des moments, ça a été parfois des petites choses qui déclenchaient un moment vécu avec mon père, par exemple, avec les marrons chauds, quand il m'a acheté des marrons chauds, enfin, voilà, ou quand il, à un moment donné, il s'est jeté à l'eau parce que moi j'étais tombée dans l'eau du lac, je crois que c'était le Boulogne. Bon, des petites choses qui font que tu, petit à petit, tu te réappropries ces années qui ont disparu de ta vie. Et elles ont disparu pourquoi? Parce que la violence, la souffrance, les blessures ont tellement pris le pas qu'elles ont annihilé ces années-là. Et bon, après, bon, c'est revenu petit à petit. Mais il y a des trous quand même hein, par rapport à Et, cette. et justement, ces souvenirs, je dirais, bienfaisants, ils sont revenus comment? Tu as eu l'occasion de faire une thérapie, par exemple, pour justement revenir sur le passé et ces moments aussi positifs? Alors, je veux dire quelque chose qui va pas plaire à beaucoup de thérapeutes.
Et j'en suis désolée. C'est important la thérapie, mais il faut trouver le bon thérapeute. Mhm. C'est très important. Et il faut trouver aussi la bonne thérapie. D'accord. Euh, la thérapie classique ne fonctionne pas forcément bien avec tout le monde. On peut passer par d'autres alternatives, hein, comme l'équithérapie, comme le travail avec les dauphins, comme le travail avec pour les plus petits à travers des jeux de marionnettes, etc. Enfin, moi, j'ai pas eu de chance sur ce plan-là. Je n'ai pas eu de chance par rapport aux thérapies que j'ai pu engager. Et très vite, je n'en ai plus engagé parce que je tombais pas sur les bonnes personnes à l'époque. Donc, ma thérapie, je me la suis faite un peu toute seule à travers, en fait, l'écriture déjà, à travers le théâtre, à travers les animaux, parce que j'ai Ouais. toujours eu les animaux et que pour moi, ça c'est quelque chose qui fait complètement partie de ma vie. À travers aussi de belles rencontres, comme l'abbé Pierre, ou des personnes qui n'étaient pas connues, qui étaient des personnes formidables. Après, il y avait tout ce que j'ai construit après avec mes filles, etc. Mais c'est vrai que j'ai un très mauvais souvenir au niveau thérapeutique, puisque j'avais entrepris une thérapie et ça s'est très, très mal passé. C'était même très grave. C'est pour ça que c'est très important de tomber sur le bon thérapeute. Parce que quand je suis sortie de son cabinet, je pense que si j'avais été plus fragile, parce qu'il y a différents degrés de fragilité, on peut être très mal, mais on peut avoir quelque chose en soi de fort qui nous permet de résister. Mais si j'avais été plus fragile, je pense que je me serais suicidée à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est très très important de tomber sur les bonnes personnes. C'est pour ça que quand quelqu'un a besoin d'aide, il faut qu'il voit quelqu'un, il faut qu'il fasse un travail thérapeutique. Mais il faut qu'il sente que ce travail thérapeutique lui fait du bien. Mhm. Parce que s'il fait une thérapie avec quelqu'un qui ne le sort pas de ce qu'il vit et que ça perdure pendant des années, ça sert à rien. Il faut changer de thérapeute. Il faut changer de système de thérapie. Donc ça, c'est très, très important. Hein. Le travail thérapeutique, il est important. Mais il faut qu'il soit adapté à la personne que l'on est. Mhm, tout à fait. La bonne personne, la bonne méthode et peut-être aussi au bon moment. Alors, Oui, alors Lorraine, en fait, je pense ne pas me tromper si je dis que tu étais quand même la pionnière en matière justement de maltraitance des enfants, puisque tu t'es mis effectivement à leur service, je dirais, au travers de l'association L'Enfant Bleu, qui a été fondée en 1989. Tu peux un petit peu nous retracer les circonstances de cette association et aussi surtout quel était l'objectif. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais c'est important de montrer quel était l'objectif d'un côté la maltraitance des enfants et peut-être aussi de l'autre côté ses parents maltraitants. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? oui. Alors, pour moi, il y avait une chose qui était fondamentale quand j'ai créé l'association. Il fallait pas travailler uniquement avec les victimes. Il fallait aussi travailler avec les parents maltraitants. Mhm. Ça, c'est très important. Parce que je pense que parfois, on est confronté à un parent maltraitant, mais qui est un parent aussi qui est en souffrance parce qu'il a vécu des choses compliquées et qu'il faut travailler là-dessus. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple d'une femme que j'ai rencontrée un jour à la fin d'une conférence où je disais justement que c'est important de travailler avec les victimes, mais aussi avec les parents maltraitants. Et elle est venue me voir à la fin de la conférence. Et cette femme, elle s'est mise à pleurer. Et là, elle m'a dit, j'ai besoin d'aide. Euh, j'ai entendu ce que vous avez dit et c'est la première fois que j'entends qu'il faut aider aussi le parent maltraitant. Et là, j'ai été trop loin avec mon enfant et j'ai besoin d'aide. Et effectivement, je suis allée chez elle, etc. Et elle avait été violente avec sa fille. Et, euh, et il y avait un gros contentieux, en fait, qui n'avait pas été géré, puisqu'elle avait été elle-même victime de violences graves, mais vraiment très, très graves au niveau physique, victime également de violences sexuelles. Et tout ça, ça n'avait jamais été travaillé. Donc, il fallait travailler déjà par rapport à ça, mais tout de suite aussi travailler par rapport à ce qui s'était passé avec son enfant. Donc, on a tout de suite commencé un travail avec elle et avec son enfant. Et elle n'a plus jamais levé la main.
sur son enfant. Jamais. Ça a été fini. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience, et je pense aussi que cette prise de conscience, elle est liée aussi parce qu'il y a eu une écoute bienveillante. Et l'écoute bienveillante, elle est importante, même avec les personnes violentes. Ne pas juger, c'est ça. Parce que euh, sinon, on n'en sort pas, on reste dans la violence. Et non, c'est pas l'objectif. Donc effectivement, par rapport à l'association, dès le départ, moi, je voulais qu'on travaille aussi bien avec les victimes d'un côté qu'avec le parent maltraitant. Et, euh, et ça, c'était un de mes objectifs importants. Ensuite, il y avait le travail concernant toutes les différentes possibilités de thérapie pour essayer d'adapter la thérapie en fonction de l'âge, en fonction de la sensibilité. Donc, j'ai mis en place la thérapie avec les contes, l'équithérapie, le théâtre, les groupes de parole, voilà, tout ça. Et puis, il y avait le travail aussi après sur les dossiers, parce que c'est aussi important qu'il y ait une réparation judiciaire, donc avec des avocats, des juristes, des enquêteurs, etc. Donc ça, c'était aussi un point qui est fondamental parce que la réparation judiciaire, elle est très importante et malheureusement, souvent, la justice ne répond pas à cette réparation. Il faut quand même être clair là-dessus. Il y Mhm. a de grosses lacunes à ce niveau-là, notamment aujourd'hui, si on en parle, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la problématique des enfants qui sont placés abusivement, avec des parents protecteurs qui se retrouvent au banc des accusés, qui perdent souvent leur enfant qui est placé, soit en famille d'accueil, soit en foyer, soit chez le père, alors qu'il peut y avoir effectivement des violences commises par le père. C'est valable aussi de l'autre côté, hein. Il peut y avoir aussi un père bienveillant et une mère maltraitante. Faut pas se voiler la face, il n'y a pas que des mères qui sont violentes, il y a aussi des pères qui sont violents. Et il n'y a pas que des pères qui sont violents, il y a aussi des mères qui sont violentes. Même si il y a quand même plus de violence sur le plan masculin que féminin. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que quand les violences sont sur un plan féminin, elles vont très très loin quand il y a des cas de violence maternelle. Mais de toute façon, la violence, c'est la violence. Donc, et je sais plus ce que je voulais dire. Tu veux dire quelque part que par rapport à la violence maternelle, justement, c'est plus psychologique que physique? Alors, la violence maternelle, elle est souvent plus psychologique, c'est vrai, mais elle peut être aussi physique et elle peut être aussi incestueuse. Moi, j'ai eu des cas de violence incestueuse de la part de la mère. Je Hmm. me souviens d'un dossier d'un petit garçon, Paul. Ce gamin, bah, il a été jusqu'à se mettre le feu à son t-shirt pour appeler au secours. Il y avait un problème d'inceste maternel qui était très très grave. À l'époque, d'ailleurs, on avait eu un reportage, parce on s'était déplacé avec l'avocat. À l'époque, c'était Maître Chauvet. On avait étudié le dossier. On avait dans cette affaire un juge exceptionnel qui était le juge pour enfants et un juge qui était complètement à l'ouest et à côté de la plaque, qui était le juge aux affaires familiales. Donc, le juge pour enfants avait très bien travaillé. Elle avait placé l'enfant chez sa. Et le JAF, systématiquement, essayait. Je veux dire, voilà, il y avait tout le temps des contradictions entre les deux juridictions. C'était très compliqué. Et ce gamin, c'était un appel au secours. Et ce qui est très grave, c'est que par rapport à ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est que la mère était enceinte et que rien n'a été fait sur le plan judiciaire pour que cette mère fasse un travail thérapeutique et pour protéger l'enfant à venir. Voilà. Donc l'inceste, c'est pas uniquement côté paternel, ça peut être aussi du côté maternel. Et c'est beaucoup plus compliqué encore parce que on se dit, mais non, une mère, c'est pas possible. Elle a porté cet enfant, son ventre. Elle l'a aimé dans son ventre. Comment une mère peut faire ça à son enfant? Et ça, c'est terrible. Et les dossiers d'inceste maternel, c'est quelque chose de terrible, terrible pour les enfants. Et d'incompréhensible pour, euh, pour les gens. Ils ne peuvent pas croire ça. Mais ça existe. Voilà. Hmm. Tu parles, Lorraine, de l'importance d'une réparation judiciaire. Euh, il faut évidemment pour la victime
de maltraitance oser prendre la parole? Et qu'est-ce qui fait quelque part que cette parole est rendue si difficile? Ou en d'autres termes, pour voir les choses de manière différente, comment se fait-il que la justice parfois semble être dans le déni, dans l'aveuglement de ce qui se passe? Et ça commence bien en amont de la justice, ça commence évidemment parfois ou trop souvent dès le dépôt de plainte au niveau de la police. Il faut bien une formation adéquate. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la victime va avoir le sentiment de ne pas être entendue, de ne pas être compris, de ne pas être cru dès le départ, c'est-à-dire au moment du dépôt de plainte. Alors, déjà, il y a un problème de formation qui est évident, hein. On revient toujours là-dessus, le problème de la formation, tant sur le plan des policiers que sur le plan aussi des magistrats. Là, il y a un travail à faire à ce niveau-là qui est important. Alors déjà, peut-être venir en amont par rapport au fait que le fait que l'enfant est dans le silence, que l'enfant n'ose pas parler, ça c'est déjà un premier point. Il faut arriver à ce que l'enfant puisse s'exprimer. Et ça, je pense que il est très important justement sur le plan scolaire, au niveau préventif, de pouvoir parler de ce qu'est la maltraitance, de ce que sont les violences physiques, sexuelles, en le faisant bien sûr intelligemment, hein, évidemment, pas n'importe comment, euh, et que les enfants puissent s'exprimer. Moi, combien de fois il m'est arrivé, en intervenant dans des écoles par le passé, combien de fois il m'est arrivé, en témoignant, en disant les choses, en expliquant les choses, etc., par rapport à ce que j'avais vécu, des enfants viennent me voir et dévoilent ce qu'ils subissent. Combien de fois? Et ça, c'est très important. Il faut qu'à un moment donné, on leur fasse comprendre qu'il faut qu'ils parlent, que parler, c'est pas parce qu'ils vont parler qu'on va faire du mal à leur père, à leur mère, Hmm. peu importe. On va les protéger, qu'on sera là. Et je viens de dire quelque chose qui me gêne, mais je vais revenir dessus. Qu'on sera là, qu'on va les aider à sortir de ce qu'ils vivent, etc. J'ai parlé de protéger. Et c'est là on a un problème fondamental, c'est la protection. Parce qu'une fois que l'enfant a parlé, trop souvent, il n'est pas protégé. Et ça, c'est un point majeur des procédures que l'on peut rencontrer très souvent. Donc, là, il y a un travail à faire important avec les magistrats, avec la police, pour que d'abord l'enfant soit entendu dans de bonnes conditions. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué puisque il y a quand même maintenant des formations. Il y a quand même, enfin, je parle par rapport à mon époque, hein, bon, il y a, euh, il y a quand même une prise de conscience. Il y a des policiers qui sont quand même formés aussi aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui ont évolué au niveau de la police. On n'est plus dans le côté où quand, enfin, on n'est plus, mais on est moins, je dirais. Hmm. On est moins dans le côté où quand un parent amène son enfant pour qu'il parle et qu'il dise ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les violences qu'il subit, qu'elles soient physiques, sexuelles, euh, où effectivement on n'est pas entendu, ou oui c'est des conneries, ou on n'est pas cru. Je pense à ma grand-mère maternelle quand elle est allée au commissariat de police à l'époque et que elle a dit aux policiers voilà, qu'elle venait témoigner de ce qu'on vivait mon frère et moi, puisque je lui avais tout dévoilé à un moment donné. On l'a renvoyée chez elle en disant Madame, vous êtes de la famille. Hmm. Donc non. Voilà. Donc ça, il faut que effectivement, il faut que l'enfant soit entendu dès le départ. C'est très important. En sachant que, non, ça je reviendrai dessus après. Ça concerne la deuxième partie de mon livre. Hmm. Il faut qu'il soit entendu. Même si l'enfant dit des choses qui ne sont pas vraies, il faut qu'il soit entendu. Parce que la plupart du temps, ce qu'il dit est vrai. Il peut arriver qu'il ne dise pas la vérité, mais s'il ne dit pas la vérité, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. Et il faut trouver ce qui ne va pas. Il faut comprendre ce qui ne va pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais il faut surtout entendre l'enfant. Et à partir du moment où il dévoile des faits voilà, qui sont graves, il faut que ça suive derrière. Il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il soit protégé. Parfois, il y a urgence dans la protection.
hein, parce que sinon on peut arriver à une situation de violence extrême qui va conduire à la mort de l'enfant, ou à des violences encore plus sordides. Donc il faut qu'il soit protégé rapidement. Et ça, je pense qu'il est important qu'à partir du moment où un enfant dénonce des violences, quelles qu'elles soient, il doit être mis en place une protection immédiate. Et que la justice doit rendre euh, une décision le plus rapidement possible. On ne peut pas attendre des mois et des mois et des mois que les procès durent, courent, et que les enquêtes courent pendant des mois alors qu'un enfant est en souffrance. Mm. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où on pense que l'enfant est victime de violence de la part d'un père ou d'une mère, la personne qui doit partir, c'est pas l'enfant. C'est celui qui est soupçonné de violence, même si par la suite il s'avérera qu'il n'est peut-être pas. Mais c'est celui qui est soupçonné qui doit partir pendant un certain laps de temps, le temps qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne la situation. C'est pas à l'enfant d'être traumatisé en plus, de quitter son foyer, son école, son autre parent, etc. Non, je suis désolée. Non, c'est le parent violent qui doit partir. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je l'ai dit dans le silence des coups à l'époque, je l'ai redit dans l'emprise, je le dis systématiquement. C'est pas normal que ce soit l'enfant qui soit extrait de la famille bienveillante. Comme s'il C'est était pas réellement possible. coupable, sinon Exactement. ça génère une confusion dans son esprit. Mais oui, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi on me prend, pourquoi on me met dans un foyer, pourquoi on me met dans une famille d'accueil, ou pourquoi on me met, je sais pas, grands-parents, mais non, je suis désolée, le gamin, il peut pas comprendre ça. C'est pas Éventuellement possible. maltraitante en plus. C'est ça Oui, qui est et inquiétant, c'est que c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Et en plus, on est confronté aujourd'hui à des situations dans des foyers de violence, de maltraitance, je les ai vécues en son temps, de violence, de maltraitance, d'agression sexuelle parfois, que ce soit en foyer ou en famille d'accueil. Alors, pas tous, bien sûr, mais il y en a. C'est une réalité. Et là, il y a aussi un problème. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas euh, des enquêtes suivies réellement au niveau des familles et des foyers, c'est-à-dire que on prévient pas 2 mois à l'avance. Ah, bah, attendez, on va venir chez vous pour voir comment ça se passe avec le gamin, machin, etc. Non, non, des enquêtes où on prévient, ça sert à rien. hmm, On cache tout. On fait peur au gamin, on lui fait des menaces, on le met sous pression. Non, ça sert à rien. Non, les enquêtes, à un moment donné, on débarque, on arrive et on constate. Et là, on aura certainement des éléments qui seront beaucoup plus probants hmm. pour aider l'enfant. La répétition des maltraitances, Lorraine, on le voit bien à travers justement ta propre histoire, à travers justement le système dysfonctionnel que tu as pu effectivement, j'ai envie de dire, vivre, traverser. Tu parlais d'un mot extrêmement important pour moi aussi, c'est la protection de l'enfant, ce qui implique que l'enfant évidemment ose parler. Et là aussi, je reviens à l'histoire peut-être du début avec ton petit frère, où finalement ton petit frère quelque part ne parle pas, mais en même temps les autres devraient parler pour lui, puisque les autres voient et se taisent. Donc quelque part si, pour partir de l'exemple de ton petit frère, si ton petit frère se tait et voit par ailleurs que les adultes se taisent aussi, quelque part, ça le conforte dans le fait qu'il doit garder le silence sur sa propre Oui, maltraitance. bien Donc sûr, c'est un véritable cercle vicieux. bien sûr, bien sûr, parce que ça veut dire, voilà, si eux, ils parlent pas, alors peut-être que moi, ce que je vis, c'est normal, après tout, Hmm. parce que personne ne dit rien. Donc, on va pas parler. Maintenant, il y a quand même une chose, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu sur l'extérieur. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus possible. Que voilà, qu'un parent déboule devant une école et fasse ça. Hmm. Les parents, il y a eu quand même une énorme évolution par rapport à ça. Mon Dieu merci. Il y a eu une énorme évolution par rapport à ça. Aujourd'hui, les parents réagiraient. Enfin, je pense. Les parents réagiraient. Donc, laisseraient pas faire. Appelleraient la police, s'interposerait. Enfin, il y aurait des choses. Là, c'est vrai que je pense que sur ce plan-là, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour un enfant parler, dire les choses, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui,
la parole se libère quand même au niveau des enfants, elle se libère. Alors le problème, je vois les campagnes, la dernière campagne présidentielle, enfin du gouvernement, parce que bon, concernant l'inceste, hein, sur c'est un secret, voilà, etc. Elle a dû l'avoir, je pense aussi. Le problème, et là où ils n'ont pas compris, c'est très bien de faire ce genre de campagne. Moi, je ne suis pas contre du tout. Je dis que c'est très bien, parce que ça permet aussi à des enfants qui ne parleraient pas de pouvoir parler éventuellement. Ok. Mais après, moi, je leur dis, vous en faites quoi de la parole de cet enfant, une fois qu'il a parlé? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est là où se situe le problème. C'est pas le fait qu'il parle, c'est le fait de ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'il va être protégé? Est-ce qu'il va être reconnu dans ses souffrances? Est-ce que on va aider son parent protecteur à l'accompagner? Parce que trop souvent aujourd'hui, surtout dans les problèmes de violence sexuelle qui sont les plus compliqués à, à démontrer, parce que bon, violence physique, bon, il y a des traces, on a des traces. Bon, violence sexuelle, on peut avoir aussi des traces, mais pas forcément toujours. Là où c'est compliqué, effectivement, c'est plus compliqué à démontrer. Et le problème, c'est que quand un enfant parle, on l'écoute, mais on ne l'entend pas. Alors, bien sûr qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir des enfants qui vont dire des choses, puis ça ne va pas s'avérer forcément juste. Mais à la base, au départ, à la base, il faut se dire qu'est-ce qui se passe. Pas se dire je crois pas, je crois. Non, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Pourquoi cet enfant dit ça? Qu'est-ce qu'il vit? Et faire un vrai travail avec lui pour l'entendre, pour vraiment l'entendre, pour, et pour qui, pour ensuite pouvoir l'aider. Parce que je vais dire une chose, un enfant qui vit vraiment les choses, qui vit des violences sexuelles et qui n'est pas entendu, mais vous imaginez pour lui ce que ça peut représenter. Imagine cette souffrance, il a parlé, il a dit des choses terribles et il n'est pas entendu. Mais petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est souvent ce qui se passe hein, dans ce type de dossier. Bon, souvent, ça se retourne contre le parent qui soutient l'enfant, le parent protecteur. On lui prend son enfant, on le place, ça s'appelle le placement abusif, ou on le met chez son bourreau. Le gamin, il est séparé de son parent bienveillant. Il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas. On imagine ce qu'il vit, ce qu'il souffre, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et après, on veut quoi? On veut qu'il continue à parler. On veut qu'il continue à se battre. On veut que d'autres enfants parlent, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gamins qui vivent peut-être les mêmes choses, qui ont 12 ans, 13 ans, etc., et qui sont conscients, parce qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a des placements abusifs et qu'on n'a pas entendu la parole d'autres enfants. Lorraine, il y a un Il y autre a un élément truc qui ne va important. pas. Ouais. Il y a un autre élément important parce que tu parles effectivement de l'importance pour les enfants d'oser prendre la parole en sachant justement qu'ils vont être entendus et pris en charge. Il y a un autre élément important, c'est l'aide évidemment dans ce contexte-là que peut apporter les associations. Et on sait que parfois la parole d'une association, c'est a priori structuré, donc ça peut avoir du poids, mais on sait aussi quel est le poids des résistances et quelles sont les difficultés éventuellement de pouvoir œuvrer en liberté sans pour le coup être à son tour maltraité. Je dis ça parce qu'en fait, l'association L'Enfant Bleu, tu l'as fondée en 1989 et tu l'as quittée dans des circonstances un peu particulières 10 ans plus tard, en 1999. Oui. Qu'est-ce qui s'est Ben oui. passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est très simple. J'avais rencontré quelqu'un. Mon erreur, c'était quelqu'un qui nous avait contacté pour sa fille concernant des violences sur sa fille aînée et sur aussi les autres enfants.
À l'époque, j'avais fait l'émission Zone Interdite et ils m'ont contacté juste après l'émission. En fait, j'étais le pigeon parfait. Je dis ça parce que c'est très important. Parce qu'en fait, il s'est présenté comme un père victime d'une femme violente avec ses enfants et le papa qui se bat, le papa qui protège ses enfants, l'enfant qui dénonce des violences sur sa mère, etc., etc. Et là, mon erreur, c'est que j'ai plongé. J'ai cru. J'y ai cru. J'y ai cru. Voilà. J'y ai cru et c'est quelque chose dont je m'en voudrais toujours parce que par rapport à la mère des enfants, c'est quelque chose qui restera là quelque part, hein. Je veux dire, parce que du coup, je me suis battue pour lui, pour ses enfants. Et il s'est avéré que bah, petit à petit, nous avons eu une aventure et que à un moment donné, ben, cette relation s'est confortée, que je suis tombée enceinte d'une petite fille. Ça, c'est le seul point que je regretterai pas. Parce que ma fille, elle est là, ma grande, Sarah. Donc, ça, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie, puisque j'avais des problèmes de ce côté-là pour avoir des enfants. Mais j'ai encore perdu le fil. Non, mais ce que je veux dire, Lorraine, j'entends ce que tu dis, c'est effectivement un moment forcément douloureux, mais j'ai envie de dire aussi quelque part, il n'y a que celui qui ne fait rien qui évidemment ne se trompe jamais. Là, il y a absolument aucun risque. Et en même temps, de fait, on a toujours peur quelque part de l'erreur judiciaire. On a toujours peur aussi évidemment en tant qu'association et que personne au premier plan de faire confiance, d'entendre une parole et puis quelque part de se faire berner. C'est toute la difficulté de faire la part des choses. Comme la parole d'un enfant, elle est vraie, elle n'est pas vraie, dans quelle proportion. Il y a évidemment des affibullateurs partout, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, que ce soit des associations qui parfois peuvent être de plus ou moins bonne foi. Donc c'est pas évident de s'y retrouver non plus, je veux dire par là. Non, non, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est important de travailler en collégial. Mm. Et moi, à l'époque, sur le dossier qui rentrait dans l'association, on m'a averti, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu parce que et aussi, en fait, euh, pour moi, c'était le père qui protège ses enfants. Donc, vu la résonance que ça avait avec ma propre histoire, et là, ça a été mon erreur. Ça a été mon erreur. Parce que ça veut dire que j'avais quelque chose que j'avais pas géré. Et c'était une erreur sur un plan associatif. Donc, euh, mais effectivement, c'est très, très compliqué de faire la part des choses. Parce que on peut avoir un parent manipulateur qui manipule l'enfant, on peut avoir un enfant qui va affabuler parce que pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de travailler en collégial, de mettre bien toutes les informations en commun, de bien se concerter, de prendre le temps d'écouter l'enfant, pas uniquement au niveau de la parole, mais aussi à travers d'autres choses, des thèses, des jeux, qui permettent de conforter aussi ce qu'il a pu dire au niveau des propos qu'il a, etc. Et, euh, et ça, c'est vraiment fondamental parce que sinon, ça peut faire des dégâts considérables. Mm. Il y a un autre point délicat que je voulais aborder avec toi en t'écoutant, c'est le fait que certaines associations donnent la parole aussi bien aux victimes de maltraitance qu'à leurs bourreaux et parfois dans des réunions en fait où les uns et les autres se retrouvent. C'est aussi parfois un point extrêmement délicat dans l'esprit peut-être d'une victime de se dire mais il y a un mélange entre moi qui ai vécu et puis l'autre qui est coupable, qui est bourreau, à qui on donne la parole. Dans quelle mesure ça n'engendre pas une confusion? Dans quelle mesure donner la parole aux uns et aux autres? Ça fait penser à un film magnifique qui est passé il y a quelques mois, je ne me souviens plus du nom, et où justement ça permettait aussi de comprendre quelque part que la personne qui a pu être extrêmement maltraitante à un moment donné et a pu être sous emprise le cas échéant, elle-même, comme tu disais tout à l'heure, a été
victime souvent dans son enfance de maltraitance, et donc il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et si à un moment donné les uns et les autres ne parlent pas, chacun quelque part reste sur ses propres souffrances, et donc aussi dans un malentendu, dans une incapacité de se comprendre et de se mettre peut-être à un certain point à la place de l'autre, la victime à la place du bourreau, le bourreau à la place de la victime, mais en même temps, tout ça est extrêmement délicat aussi. Tu vois comment ces choses-là, toi, victime, bourreau, et éventuellement donner la parole aux uns Alors, et aux autres, et dans un même euh, contexte éventuellement. moi, je pense que bon, c'est important de travailler avec le parent maltraitant par rapport au fait que effectivement, il peut avoir eu un parcours de vie qui fait qu'il en est venu à, etc., à cette situation. Il faut faire un travail avec lui. Il faut lui permettre d'essayer de trouver le moyen de se reconstruire, de parler, d'exprimer ce qu'il a peut-être eu, etc. Par contre, je suis absolument pas d'accord de mettre les parents maltraitants avec victimes. Ça, c'est non, non. Pas, pas des enfants, pas des enfants qui sortent de traumatismes et qui sont victimes de ce parent. Non, non, non. Ça, c'est un long cheminement, un très long cheminement pour la victime. Euh, je peux en parler, je viens de le vivre en plus. Dire, ma mère ne m'a jamais maltraitée physiquement, mais elle a été quelque part complice de mon beau-père. D'accord? Il a fallu des années pour que j'arrive à lui pardonner. Je sais combien je sais que le pardon est important, mais il faut des années. On ne peut pas euh, mettre un gamin qui sort de l'enfer face à son parent maltraitant comme ça. C'est pas possible. Pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est raviver la blessure, en fait. Et elles sont pas fermées, les blessures, à ce moment-là. Hum, Elles hum, sont toujours là, elles sont toujours présentes. D'autant plus si le gamin n'a pas été réparé, qu'on n'a pas aidé et qu'on n'a pas reconnu sa souffrance et ce qu'il a vécu sur le plan judiciaire. Donc, moi, je pense que non, 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 pour moi, c'est inconcevable. Moi, on m'aurait mis, à mon époque, je veux dire, à un moment donné, en face de mon bourreau. Non. Moi, après, à un moment donné, avoir été placée en foyer, après plein, 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 plein de choses, je suis revenue pendant une période chez mon beau-père et ma mère. Je suis partie relativement vite. Bon, là, je travaillais, etc. J'ai rencontré mon premier mari, enfin bref. Mais on ne peut pas faire ça à une victime. On ne peut pas. Sauf si, à un moment donné, la victime en ressent le besoin. Si elle ressent le besoin d'entendre celui qui lui a fait du mal, hum. tu vois, d'entendre celui qui lui a fait du mal, parce qu'elle veut lui poser des questions, elle veut comprendre certaines choses, à condition que ce soit parfaitement encadré, et certainement pas en groupe, hein. Non, encadré, je veux dire, la victime, la personne qui lui a fait du mal, un ou deux thérapeutes, je pense deux d'ailleurs, c'est mieux, deux visions là, différentes. Et là, ça peut être important parce que là, ça peut être une nécessité pour la victime d'être confrontée à la personne qui lui a fait du mal, le regarder et à lui poser des questions. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? T'es mon père ou t'es ma mère? Comment tu as pu? Comment? Voilà. Mais à mon avis, ça peut pas être un enfant qui est jeune. Hum. Il faut Il y quand a, même qu'il y ait une certaine maturité et qu'il y ait une évolution dans ce qu'il a vécu, où il se libère petit à petit, il se guérit petit à petit. il y a un film en fait qui montre très bien ça entre justement un frère qui abusait de sa sœur et la sœur qui, devenue adulte à un moment donné, souhaite comprendre en fait ce frère et à travers effectivement une thérapeute, petit à petit en fait, ils finissent par se rencontrer dans un cadre bien précis évidemment avec une thérapeute dans un endroit neutre et la parole
finalement, petit à petit, se libère, les bonnes questions se posent, les réponses sont données. Enfin, c'était un film extrêmement sensible. De nouveau, je me souviens plus du titre du film, mais il n'y a pas des masses non plus de films de cet ordre-là, donc je pense que on pourra facilement le retrouver sur Internet. Mais ce que je parlais également tout à l'heure par rapport effectivement euh, à ces victimes de maltraitance et cet autre film, il s'agit également effectivement d'adultes, mais confrontés à des personnes qui, elles, sont en prison, sortent de leur cellule justement pour rencontrer ces victimes, mais elles ne se connaissent pas avant, donc ce n'est pas évidemment la victime et son bourreau, c'est la victime d'un côté de maltraitance et de l'autre côté de personnes qui sont en prison pour des faits de maltraitance, lesquels peuvent être évidemment raisonnés en fonction du vécu de chacune des victimes présentes. Et à ce moment-là, il y a aussi comme une synergie et un chemin que chacun peut faire. Le bourreau comprend le mal qu'il a pu créer en étant face à une victime qui raconte sa propre histoire de maltraitance, ses propres blessures. Et la victime elle-même peut comprendre également le propre parcours de cette personne qui a maltraité, mais qui elle-même effectivement a été maltraitée à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la justice réparatrice, qui peut-être est aussi une piste intéressante, non? Je pense que ça peut être intéressant à condition toutefois que la victime euh, soit informée que ça existe, par exemple, et que ce soit elle qui dise, ah mais j'ai envie de le faire. Bien Ça, sûr, ça c'est doit être c'est clair. Il faut que ce soit une décision de la victime et pas une décision de qui que ce soit d'autre. bien sûr, Ni ce de... qui est le cas ici, hein, c'est une base volontaire, aussi bien pour les personnes en détention que pour les personnes évidemment qui viennent voir cette détenue. Bien Ça sûr, se fait évidemment sur une base tout à fait volontaire parce que quelque part, les uns et les autres ont besoin de comprendre leur propre histoire. bien sûr. Non, non, mais ça, je pense que ça peut être très positif dans certains cas, à partir du moment où effectivement la victime ressent ce besoin de mieux comprendre les choses, parce qu'on cherche toujours à comprendre hein, quand on a vécu des violences, comme quel que soit, on a besoin de comprendre, encore plus quand il s'agit de son propre père ou de sa propre mère. Mhm. Alors, on a besoin de comprendre comment celui ou celle qui doit nous protéger nous fait du mal. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Faut pas oublier ça. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'il nous fasse ou qu'elle nous fasse Pour mériter cela, entre guillemets. la vérité? Oui. Ah, ça, c'est très, très important. Parce que combien d'enfants se posent la question? Combien d'enfants se posent cette question? On se la pose tous à un moment donné. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Ça, d'où l'importance de remettre les choses à l'endroit et la victime là où elle se situe en tant que personne maltraitée et le coupable effectivement où il se situe, qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. En 1999, donc, Lorraine, tu quittes l'association L'Enfant Bleu, mais tu ne restes pas là en fait, tu poursuis ton périple. je prends la fuite Tu prends la fuite encore. pour protéger ma fille. Hmm. Je prends la fuite pour protéger ma fille parce que bon, bah, j'avais pris conscience de beaucoup de choses et j'avais pris conscience du fait que c'était un manipulateur, qui avait un côté pervers, que il avait tout fait pour détruire la relation entre ses enfants et leur mère, euh, et, euh, et que là, aujourd'hui, c'était moi qui me retrouvais en ligne de mire puisque j'étais la nouvelle mère avec un enfant. Et quand j'ai compris que je ne pourrais pas la protéger dans ses toutes jeunes années, puisqu'une décision de justice venait d'être prise, comme quoi il ne voulait rien entendre et qu'elle devait, alors qu'elle ne l'avait pas vu d'ailleurs depuis à peu près 8 mois. Ouais, 8 mois. Elle n'avait pas vu depuis à peu près 8 mois au moins. Du jour au lendemain, il fallait qu'elle aille chez pour un mois de vacances. Du jour au lendemain, sans préparation. Ah, j'avoue, j'ai pété un câble. Ah, j'ai pris ma fille, je suis partie. Et c'était pas évident comme décision parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses importantes avec l'association que je devais gérer. Mais c'était ma priorité de toute façon. Donc, je suis partie et effectivement, je suis partie et j'étais absente pendant un certain temps. J'étais recherchée, j'étais... non. Il a...
Il a attaqué l'association, ça a été très violent avec l'association à un moment donné. Mais personne ne savait où j'étais. Personne. Si, une personne. Mais bon. Et voilà, bah, ça a été voilà, la fuite. Hein. C'était la fuite. Hein. Ça a été la fuite. Mais en même temps, cette fuite, je la regrette pas. Euh, Même si j'ai dit devant les juges à l'époque que j'avais fait une erreur, que j'aurais pas dû partir, etc. Aujourd'hui, je l'inscription. Donc, mais je la regrette pas du tout. Je la regrette pas du tout parce que euh, c'est presque parce avant que je saisisse les magistrats pour voir, parce que bon, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas continuer à fuir. J'étais enceinte. Donc je dis, je peux pas continuer à fuir avec deux enfants, c'est pas possible. Donc j'ai saisi la justice. Mais avant cette période, il s'est passé quand même. Déjà, il y avait eu au moins 8 mois où il s'était pendant des mois, il n'est pas venu la voir. Il s'était passé un événement qui a fait que bon, plus de nouvelles. Et puis d'un seul coup, pouf, de nouveau des nouvelles. Bon. Et ensuite, il s'est passé presque encore, oui, facilement 8 mois facilement, euh, avant que la justice ne soit ressaisie par moi. Donc, je pense que ça a été très important cette période. Pas oublier que ce qu'on construit avec un enfant, c'est avant l'âge de 6 ans, Hmm. 7 ans, mais que les 2, 3 premières années sont très, très importantes. Et donc, je regrette pas parce que bah, ça m'a permis que ma fille se forge des souvenirs, des choses qui se mettent en place en elle, dans son cœur, etc. Elle savait que maman l'aimait. Heureusement que j'ai eu cette période-là, parce que sinon, après ce qui s'est passé par la suite, elle aurait pensé que je l'aimais pas, que je l'abandonnais, que elle aurait pensé tout ce qu'il pouvait lui dire après par la suite, au niveau des violences psychologiques qu'elle a subies après. Donc ça a permis de construire quelque chose de positif. Et ça a été très important pour la suite. Très, très important pour la suite. Ce qui me fait penser à une chose, c'est que quelque part, tu as protégé ta fille comme peut-être tu aurais aimé être protégé par ta mère. Et quelque part aussi, du coup, toi, tu n'as pas reproduit, ce qui est quand même Mm. extrêmement important et ce qui laissera, comme tu le dis, des souvenirs aussi indélébiles dans l'esprit de ta fille, de te dire qu'à un moment donné, tu as pris la bonne décision et tu l'as pris pas par confort, au contraire, mais pour justement la protéger elle, pour le coup. Bien sûr. De toute façon, c'est simple, en protégeant ma grande, à l'époque, en prenant les décisions que j'ai prises, j'ai perdu tout le reste, hein. C'est clair, mais c'est pas grave. Je veux dire, pour moi, c'était la chose la plus importante. Vous savez, enfin, quand je dis vous, vous savez, je pense aux gens, non, toi, bon, bon. Bref, Ouais. euh, je vais faire un petit rappel d'un dossier, là, tout le monde connaît un petit peu, Priscilla Majani. Même si elle est en prison aujourd'hui, il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'elle regrette à aucun moment d'avoir fait ce qu'elle a fait. Parce que sa fille, elle a grandi loin de son bourreau. Hmm. Et les premières années, elles sont tellement importantes. Donc, c'est vraiment important que l'enfant puisse se construire dans de bonnes conditions. Parce qu'après, quand je vois ma fille, comment elle a été manipulée, comment elle a, les violences psychologiques qu'elle a subies, et les violences psychologiques, pour moi, ça va peut-être faire, il y en a qui sont pas d'accord, mais pour moi, c'est le pire. Parce que quand il y a des violences psychologiques seules, isolées, parce que bon, dans les maltraitances physiques, dans les problèmes d'agression sexuelle, d'inceste, on a des violences psychologiques. Mais quand on n'a que des violences psychologiques, c'est une destruction de l'âme, une destruction intérieure qui est terrifiante, terrifiante. On se désintègre de l'intérieur. Et c'est très, très compliqué. S'il n'y a pas des repères qui te tiennent, s'il n'y a pas quelque chose qui te permet de rester debout, tu te perds. Et les premières années d'un enfant, c'est le plus important. C'est là où il se construit. Ouais, tu touches Pour là le un point bien, essentiel, oui. pour le bien, pour le pire.
Ça, je pense on en prend d'autant mieux conscience aujourd'hui. Effectivement, avec le recul, on sait combien, de fait, les premières années de la vie, mais même à commencer la période intra-utérine, combien effectivement c'est une période extrêmement importante qui va quelque part, qui risque en tout cas d'influer sur le reste de l'existence d'une personne, en ce compris d'un adulte. L'enfance reste extrêmement prégnante et pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Et elle nous trace un chemin. Et après, effectivement, en fonction de ce que l'on vit, de bon ou de mauvais, Mhm. quand on vit quelque chose de difficile, de violent, etc., ou qu'on assiste aussi à des violences, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants qui assistent à des violences conjugales, sont aussi des victimes qui grandissent en ayant vu ça et que effectivement, on est à partir du moment où elles ont grandi en voyant mettons, leur mère, parce que c'est vrai que là, on est souvent sur le fait que c'est la mère qui est maltraitée, qui est violentée par le père, euh, le beau-père, mais euh, pour l'enfant qui vit ça, c'est dramatique parce qu'il grandit en ne connaissant quoi? Que la violence. Donc, il a quoi comme repère? La violence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit à un moment donné, il va rencontrer quelqu'un, il va se passer quelque chose qui va faire que il va prendre un chemin qui va être un chemin qui ne sera pas dans la violence, soit il va devenir lui-même violent, et ça arrive très souvent. C'est pourquoi que c'est souvent là où il y a, quand il y a des violences conjugales qui sont mises à jour et que bon, les juges prennent les bonnes décisions, qu'il faut faire un travail tout de suite avec les gamins. Ça, c'est fondamental. Mhm. Pas qu'ils partent vers la violence, il faut pas qu'ils fassent par Mhm. négatif. Ça, voilà, c'est important. Casser le cercle vicieux de la violence, effectivement. La répétition, casser la répétition. La répétition, c'est ça. Dans ton histoire de vie, j'ai envie de dire, Lorraine, il y a des éléments importants que j'ai omis et qui pourraient être utiles à une bonne compréhension. Alors là, on peut parler pendant 4 heures, là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, arrêtons de, je vais pas me faire des amis. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Euh, on dit ça, c'est pas pour les magistrats, hein, attention. Je parle de nous, en tant que personne, hein. Je vais être clair quand même là-dessus. Que, arrêtons de juger parce que le problème, c'est que quand on est dans le jugement, il n'y a plus de portes d'espérance qui peuvent s'ouvrir. Et encore une fois, je pense que une personne qui est violente, pas tous, il y a des cas malheureusement où c'est pas possible, mais j'ai rencontré dans ma vie suffisamment de personnes dans cette situation pour croire et voir et pour avoir vu que une personne qui a été violente parce qu'elle a vécu des choses dans sa vie qui ont fait qu'elle a été gangrénée par cette violence, peut à un moment donné changer, évoluer, mais à une condition. Il faut qu'on lui apporte l'aide dont elle a besoin pour le comprendre. Ils ont très bien compris ça, je crois, Québec, Canada, tout ça. Ils sont très en avance sur nous hein, par rapport à tout ça. Mhm. Et, euh, et ça me paraît vraiment important. Par contre, moi, je suis très en colère par rapport à ce que je vois encore aujourd'hui, par rapport à ce que subissent les victimes en justice. Là, on est dans une situation où ce n'est plus possible. Je veux dire, on est dans une situation où on entend la parole de l'enfant, mais on ne la reconnaît pas. On entend l'enfant, mais on ne l'écoute pas. On entend l'enfant, mais on le condamne une deuxième fois. On le condamne une deuxième fois en le plaçant dans un foyer, en le plaçant chez son bourreau. Et
En plus, le parent protecteur se retrouve dans une situation qui est absolument dramatique. Il devient lui-même, il, il devient à la limite, lui, le bourreau de l'enfant, parce qu'il est trop fusionnel, parce qu'il génère un conflit parental avec les accusations dans son enfant, parce qu'il manipule soi-disant son enfant, donc, etc., etc. Alors, il peut y avoir des manipulations, attention, hein, ça existe. Mhm. Je l'ai Mhm. vécu, donc je Mhm. sais ce que c'est, puisque ma fille a été manipulée par son père pour m'accuser du pire. Donc je le sais. Mais qu'est-ce, même si l'enfant est manipulé, il faut l'entendre déjà, pour comprendre. Il faut l'entendre, il faut pour comprendre, et il faut ensuite examiner toute la situation. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui à cette justice, c'est qu'on est confronté trop souvent à des personnes qui sont en charge du dossier. Là, je ne parle pas des magistrats, je parle des acteurs sociaux éducatifs et qui prennent parti. À un moment donné, ils prennent parti. Alors, je sais que c'est pas facile de ne pas prendre parti dans certaines situations où on est confronté à des horreurs terribles qui fait qu'on prend parti, c'est logique. Moi, je parle pas de ça. Je parle qu'ils prennent parti par rapport au fait que bah, le père il est pas si mal parce que ceci, parce que cela, ou la mère elle est pas si mal parce que ceci, parce que cela, et puis finalement ils prennent un parti qui va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant à un moment donné il est oublié, il est occulté complètement. Et moi je dis aussi qu'il y a une chose quand même qu'il faut qu'on n'oublie pas, c'est qu'au départ à la base un placement c'est quoi? On place l'enfant pour évaluer la situation, sauf en cas de maltraitance avérée où on place l'enfant pour le protéger. Mhm. On place l'enfant pour évaluer la situation. Et ensuite, on place l'enfant, mais ça doit être dans un laps de temps réduit. On doit travailler au retour de l'enfant chez le parent protecteur. On doit travailler à son retour. Quand est-ce qu'on travaille quand est-ce qu'on travaille au retour de l'enfant? Jamais. Je le vois nulle part. Mhm. C'est pourtant un des points majeurs de la protection de l'enfance par rapport au placement. On travaille au retour de l'enfant. On fait des projets. On met en place des choses. Et combien de fois on se rend compte qu'il n'y a pas de projet? On met rien en place pour le retour de cet enfant. Pourquoi? Pour une histoire d'argent? Parce que l'enfant qui est placé rapporte financièrement? Ben, j'ai tendance à dire oui, bien évidemment. Alors attention, je condamne pas tous les foyers, je condamne pas tous les éducateurs, tous les assistants sociaux. Non, il y en a qui font un travail exceptionnel. Ouais, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Il y en a qui font un travail exceptionnel. Moi, là, j'ai un foyer que j'ai visité où j'ai vu la directrice ici à Béziers. C'est- Ils font un super boulot avec les gamins. C'est vraiment un foyer top. Il faudrait qu'ils soient tous comme ça, quoi. Mais là, on a un gros problème au niveau du fait que l'enfant n'est pas protégé par la justice, que l'enfant est deux fois condamné. Condamné par ce qu'il a subi au niveau des violences qu'il a subies, condamné par la justice. Il est deux fois condamné, deux fois victime. Il est victime. Et ça ne bouge pas. Tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y en a plein qui bougent, qui crient, qui manifestent, etc. Ça ne bouge pas. Alors, il serait peut-être temps, à un moment donné, que ceux qui ont le pouvoir de faire bouger les choses, le pouvoir de faire bouger les choses, qu'ils le fassent. Hein. Je parle des politiques, des journalistes, de tous Mhm. ceux qui peuvent arriver à ce que ça fonctionne, que ça bouge. Parce que là, on est en train de faire euh, de ces enfants qui sont placés, pour la plupart, des enfants qui vont se retrouver à un moment donné à la sortie du foyer, complètement démunis, ont été cassés, brisés, qui sont perdus, qui vont avoir des addictions, l'alcool, la drogue. Il y en a pas mal qui prendront pas le bon chemin si on leur donne pas la chance, si on leur tend pas la main pour trouver ce chemin, pour trouver le bon chemin. Et Et ça, moi, ça, je dis, on est en train de construire une société mhm. où on va s'en mordre les doigts par la suite, hein, au niveau Oui, délinquance, au niveau violence, au niveau tout oui. ça. Et je, les foyers, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas de contrôle. Il faut voir les choses en face. Il n'y a quasiment aucun contrôle.
c'est pas normal. La famille d'accueil, c'est pareil. Bah, c'est le contrôle. Et encore une fois, quand on dit contrôle, hein, il faut que ce soit des contrôles où allô, bon, on vient tel jour, telle heure. Non, 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 on débarque. On vient. Ah bon, bonjour. Vous êtes qui? On vient contrôler. Voilà. On vient voir ce qui se passe. Voilà. Et on contrôle. Parce que sinon, ça sert à quoi? À rien. Tout à fait. Mais en droit d'ailleurs, parce que c'est quand même essentiel, le droit, si on veut effectivement garantir la protection de l'enfant, en droit, il y a une notion centrale qui est l'intérêt justement supérieur de l'enfant, tel qu'elle est garantie notamment par la Convention de New York. Donc je trouve que l'intérêt supérieur de l'enfant, justement, c'est l'intérêt de l'enfant avant tout. Donc je trouve que cette notion évidemment est intéressante et quelque part en termes de décision de justice, cette notion devrait être transversale et en filigrane de toute décision dès qu'il y a un enfant. Ça c'est une chose. Et deuxième chose en fait auquel je songe en t'écoutant de nouveau, Lorraine, c'est tu parles des maltraitances de l'enfance et de cette difficulté à un moment donné de voir autre chose que de se voir autrement que comme victime. Et peut-être qu'à un moment donné, ce qui aide à la résilience, entre guillemets, c'est peut-être de faire une rencontre où justement on a le sentiment en tant que victime, pour la première fois parfois, d'être enfin confronté à un amour inconditionnel. Je pense que c'est ça. Et là, on en revient aussi à la question justement de ne pas juger celui qu'on a en face de soi, Bien mais sûr. se rendre compte quelque part qu'il a un passé qui le dépasse et que c'est justement un amour éventuellement inconditionnel qui à un moment donné peut faire en sorte que cet enfant qui était détruit et qui était violent à son égard d'abord peut-être et à l'égard aussi du coup des autres peut à un moment donné rebondir Bien sûr. et vivre un chemin de résilience. Mais tu sais, je vois, je l'avais écrit dans un article, je crois que c'était pour la revue de la psychiatrie française, où je parlais justement des jeunes, tu vois, des ados, commettent des délits. D'accord? Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un délit, ok, il passe devant le juge, il est condamné, il va être mis dans une maison de correction ou en prison ou machin, on fait tout ce qu'on veut, mais on n'a rien compris ou quoi? C'est comme ça qu'on va lui permettre d'évoluer? Non. La première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre pourquoi, quel est le parcours de cet adolescent. Mm. Un adolescent, il ne vient pas violent comme ça du jour au lendemain, à moins d'avoir un problème psychiatrique important qui fait que. Non, un jeune, je veux dire, au départ, on va dire, au départ, on a tous les mêmes chances. Bon, après, suivant nos parcours de vie, bon, il y a des choses qui évoluent. Mais il faut comprendre l'adolescent, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut aller au fond du problème. Parce que si on ne va pas au fond du problème, eh ben, la décision de le condamner, etc., va faire que de toute façon, quoi, il va recommencer. Parce qu'il n'aura pas été traité, il n'aura pas été réparé, donc il va recommencer. Et puis petit à petit, eh ben, il va se passer ce qui se passe souvent, et qui fait qu'on arrive des fois à des meurtres, à des viols, etc., parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le parcours de la personne. On l'a pas Tout aidé. à fait. Tout à fait. C'est pas, c'est une chose d'être entre guillemets puni, d'aller en prison ou en maison de correction, et c'est autre chose évidemment une fois à la sortie d'être pris en charge pour que justement ça se reproduise plus et d'être Dès pour le coup. l'entrée, le début de la condamnation, si tu vas en Mhm, prison, si tu vas dans un centre correctionnel, dès le début de l'arrivée, il faut qu'il soit pris en charge tout de suite. Il ne faut pas attendre la sortie, tu veux le faire tout de suite. mhm. Il faut aussi lui faire comprendre, et ça c'est très important parce que la condamnation est aussi importante, hein, parce que s'il s'en sort trop facilement, ce sera encore pire. La règle Il y a d'un et la côté limite. la condamnation de la justice, et d'un autre côté, il y a le travail à enclencher avec le gamin qui a été violent. Ça, Mhm. c'est deux choses qui doivent aller ensemble. C'est fondamental. Parce que sinon, ça n'ira pas dans l'avenir. Dernière chose, dernière question plutôt, Lorraine, et pas des moindres quand même, parce que je voudrais pas être trop long non plus. Mais quelque part, aujourd'hui, après ton parcours de vie, de résilience, tes activités, au jour d'aujourd'hui, quelque part, qu'est-ce qui te nourrit? Quelles sont tes passions, tes activités? Qu'est-ce qui fait ta vie aujourd'hui? Ah, mes filles, la petite Elia, qui a elle aussi beaucoup souffert de ce qui s'est passé, hein, même si ce n'était pas son père, mais elle a beaucoup souffert
tout ce qui s'est passé avec sa sœur, parce que sa sœur a été quand même à une époque très violente quand elle rentrait de chez son père, qu'elle a beaucoup souffert de ces violences, Elia. Mes filles, parce que mes filles, c'est mes deux amours, hein, donc ça c'est clair. Euh, Mes animaux, je suis toujours entourée d'animaux, là, tu vois, j'en ai un qui dort sur le lit. Les chats, non, les chats, je les ai mis de l'autre côté parce que sinon ils seraient venus tourner Ah, on ne les autour de voit pas, on l'ordinateur. ne voit pas à l'écran. J'ai deux chiens, j'ai un chat, j'ai bon, la nature. Alors moi, maintenant, aujourd'hui, le matin, c'est d'abord, je me lève, je déjeune et je pars dans la nature avec mes loups. Je me ressource, Mhm. je respire, je me berce des bruits de la nature. Voilà, bon, je pense à des choses, à d'autres. Maintenant, il y a une chose qui est importante pour moi aujourd'hui, c'est le fait de plus axer sur l'écriture. Mhm. Parce qu'avec les mots, on peut faire passer beaucoup de choses, comme avec les images. Donc là, j'ai un livre je suis en train de chercher mon dernier livre, je suis en train de chercher un éditeur. Donc on verra. Là, c'est pas du tout sur mon vécu, hein, c'est autre chose et ça soulève d'autres problèmes sociétaux, dont notamment le milieu carcéral féminin, avec un parallèle avec la Shoah, avec une héroïne qui est juive, avec une héroïne qui parle aux animaux, avec une héroïne qui a tout un tas de valeurs lui a transmis son grand-père, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a surtout un message très important que je ne dévoilerai pas ici, bien entendu. Oh. Ah non, c'est le message. Ah. Non, c'est le message final. Non, D'accord, voilà. ok. Bon, et le message que véhicule le livre pour moi est très, très, très important. C'est vraiment un message d'humanité. Et j'espère que certaines personnes le comprendront parce que ça fera déjà avancer les choses, même s'il y en a pas trop, on verra. Mais voilà, j'espère. Sinon, bon, bah, on n'a pas trop parlé en fait de l'emprise invisible, hein. Non, Mais je c'est... pense que bon, c'est pas grave. Donc, mais il y a aussi une chose qui est importante, et ça, je voudrais quand même en parler, c'est quand un enfant est manipulé pour accuser son autre parent d'abus sexuels, il faut quand même savoir que pour le gamin, le parent qui fait ça, c'est monstrueux. Utiliser son enfant, le prendre en otage pour le manipuler, pour qu'il accuse son autre parent d'agression sexuelle. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de l'enfant. Moi, j'en sais quelque chose puisque je l'ai vécu avec ma fille aînée. Donc, donc déjà, ça, c'est absolument monstrueux, c'est dévastateur. Ça a des conséquences importantes parce que automatiquement, ben, le gamin vit le même parcours du combattant que le gamin qui est réellement abusé. D'accord. Donc ça, c'est très important à savoir. Et les traumatismes sont différents, bien évidemment, mais les traumatismes, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Parce qu'après, moi, ma fille, elle a la peur de l'abandon, elle a toujours eu peur de l'abandon, toujours, toujours. Elle ne veut plus entendre parler du tout de son autre parent, parce qu'elle a tellement souffert des manipulations psychologiques qu'elle a subies, d'avoir été dans une situation où elle m'a accusée d'agression sexuelle sur elle et sur sa petite sœur. Et ça, c'est monstrueux. Aucun parent, et vous parents qui m'entendez, arrêtez de prendre vos enfants en otage. Mhm. Arrêtez de les utiliser. D'accord. Au départ, il y a deux personnes. Elles s'aiment. Elles ont un enfant. Alors, la priorité, c'est votre enfant. C'est ce qu'il vit. Et c'est ce que vous lui faites vivre. Et en vous battant, en étant dans une situation conflictuelle, quand vous vous séparez, c'est votre enfant que vous détruisez. Est-ce que vous avez envie de détruire votre enfant? Posez-vous cette question. C'est peut-être du coup le mot de la fin le plus juste. On revient effectivement à l'enfant L'enfant, d'abord. au cœur du conflit. Je sais, Lorraine, qu'on n'a pas abordé tous les sujets qu'on aurait pu aborder. On pourra peut-être le faire d'ailleurs dans un échange ultérieur. Ah, une autre fois.
Je t'avais dit aussi que je souhaitais en off que notre échange soit fluide et se laisse dérouler au fur et à mesure de ton propos, de ce que ça évoque chez moi, de mes questions qui évoquent chez toi certains sujets, certaines réflexions. Donc, je trouve ça aussi très bien finalement d'être dans cet échange au plus nu, j'ai envie de dire au plus vif. Et donc, je te remercie pour tous ces mots échangés. C'est moi qui te remercie pour m'avoir donné l'occasion de parler de tout ça. Et voilà, à la prochaine. J'espère. À bientôt. Ok, Au salut, revoir. ciao.